Hier, pour ceux qui n'ont pas été sur TikTok, je vous fais un résumé peut-être en 5 minutes. Hier, ça a été, comme le disent les Anglais, fabulous. Ça a été fabuleux. Ça a été extraordinaire et ceux qui ont pu vivre l'événement ont pu voir qu'il y avait une diversité de sujets. Plusieurs personnes ont eu à intervenir. Ça a été l'interaction. Mais la première chose qui mérite d'être saluée, c'est d'abord le courage, l'efficacité et la perspicacité de nos mamans. Notamment notre mère Binette, la reine de Saba, et aussi notre mère Sali Kone, qui ont vaillamment animé et qui continuent de gagner en expérience au fur et à mesure, sans oublier aussi BSB, qui, avec ses maîtres de main, arrive vraiment à mettre toutes ces stratégies-là en place. Vraiment, vous êtes tous salués, sans aussi oublier chacune des personnes qui a eu à intervenir, des intervenants aussi perspicaces, des intervenants aussi résilients. Ils ont fait du très beau travail hier. Et rapidement pour aller, on n'en a pas eu de l'opposant. Il n'y en a pas eu du bon à croquer. Et malheureusement, ça a été un peu la fausse note, parce que le seul qui a finalement accepté de venir, il a d'abord attendu que tout le monde puisse partir. Il s'appelait un certain Coléa. D'ailleurs, si vous le voyez sur n'importe quelle page TikTok, dites-lui pourquoi il a fui hier la page Éclaireur Pro Vérité. Quand vous lui poserez cette question-là, il va vous dire que celui qui a vu un lion va toujours fuir plus fort que celui qui a vu un chat. Hier, il a goûté de ce que vaut la classe Éclaireur Pro Vérité et le monsieur a royalement pris la poudre d'escampette sans perdre le temps. Et donc, voilà l'individu qui vient au moment où il pensait que tout le monde était parti. Il a voulu profiter d'un crime d'opportunité. Il était sur le direct. Il a attendu quand presque tout le monde est parti. Il y avait le père Martial Koulibaly, il y avait maman Côte d'Ivoire, il y avait maman Sali Kone, il y avait 3. Moi, je m'étais retiré, mais j'assistais. Et donc, lorsque maman Côte d'Ivoire parlait, elle a eu à évoquer une série d'événements et elle a dit, sauf si, je paraphrase ce qu'elle dit, sauf si Dieu est injuste, un Dieu injuste, Soro Guillaume, Blé Goudé ne seront jamais présidents en Côte d'Ivoire. Sauf s'ils n'ont pas fait la liste des crimes qu'elle a cités. Et l'individu Coléa dit que lui, il était dans son lit. Que quand lui, il a entendu ça, là, non, que ça l'a fait sortir de ses gonds. Et comment une femme peut venir dire de telles choses? Et donc, il est venu directement dans le direct et il a commencé à moraliser correctement Maman Côte d'Ivoire. De sorte que vous auriez eu l'impression que c'est l'instituteur qui était en train de faire la morale à son élève. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les EPV sont toujours aux aguets. Quand le père Koulibaly l'a pris, après le père Koulibaly me l'a passé. Mais l'individu n'a pas résisté. L'individu a vite fait de fuir. Et il a voulu dans un premier temps faire dans du bruit en pensant qu'il est plus fort que nous dans ça. Nous, là, on vous connaît, on connaît votre psychologie. On sait comment vous maîtriser. Et donc, ceux qui ont suivi vous diront ce que je lui ai montré là-bas. Je lui ai dit, comme tu veux te comporter comme un porc, pour toi, il n'y a pas d'endroit et tu ne connais pas le sens des choses, je vais aussi te traiter comme un fermier. Et donc, je l'ai traité correctement comme un fermier traiterait ses porcs pour lui dire qu'il est un animal. Parce qu'un animal, ça apprend difficilement. Tu es venu sur une plateforme, il y a un modérateur, on te donne 5 minutes, mais lui, il est dans le vuvuzela. Il ne laisse pas les autres parler. Comme tu ne veux pas laisser les autres parler là, je vais t'enseigner comment on ne laisse pas les autres parler. J'ai mis dedans proprement. Et je lui ai dit, tu es un animal. Et tu es un âne. Parce qu'un âne là, ça transporte les livres, mais ça ne les lit jamais. Et c'est pourquoi ça ne s'instruit pas. Sinon, si tu écoutes aussi les autres, c'est que tu as la vérité là, ils vont entendre. Donc quand finalement il s'est calmé, on lui a donné la parole. Comme ça, il a dit que les rebelles ont attaqué le pays.
celui qui a été attaqué n'a pas pu travailler. Après encore, ce dernier a été déporté en prison. Il est revenu, on l'empêche d'être candidat. Voilà lui, tout ce qu'il a retenu de l'histoire de la Côte d'Ivoire, voilà ça qui est là. C'est tout ce que lui, il a retenu là. Et que lui, il est l'intellectuel des gens du FPI là, PPACI là. Voilà toute l'histoire que lui, il a retenue. Donc quand j'ai eu le temps, j'ai fait comprendre à l'individu que la maman là, c'était devant tout le monde. Elle a dit si là, quand tu mets si en début d'une phrase, ce que tu vas dire là, c'est une hypothèse que tu émets. Et ce que la maman a fait, elle n'a que mieux fait, et même, je dirais, peu fait de ce qu'elle a dit. Parce que Sorokio même a dit la même chose de lui, que sur lui, ses actions vont être néfastes à la Côte d'Ivoire, qu'il ne soit jamais président. Mais pourquoi toi, aujourd'hui, cela, tu es dans ton lit et puis ça te gratte? On lui a rappelé cela pour lui dire que quand les gens parlent, même dans la forme affirmative, il y a au moins l'hypothèse qu'on peut mettre. Donc, s'il était un intellectuel, il montre qu'il est un ignorant ambulant qui veut se prendre pour ce qu'il n'est pas. Quand il a bien compris ça, l'histoire de la Côte d'Ivoire qui se résume, lui, dans son cerveau de porc en 3 minutes, on lui a fait comprendre que Laurent Gbagbo, ce n'est pas la guerre qui a pu l'empêcher de travailler. Parce que la guerre ne l'a pas empêché de faire des turpitudes. Parce que quand il y a eu la guerre, ça n'a pas enlevé dans la zone que Laurent Gbagbo contrôlait là, ça n'a pas enlevé le bien et le mal. Ça n'a pas enlevé la capacité de travailler, ça n'a pas enlevé la médiocrité de Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo a plutôt choisi la médiocrité. Même si vous le remettez 1000 fois à la tête de la Côte d'Ivoire, ça serait le même résultat. Et se cacher, prendre la rébellion comme un cache-sexe, c'est un disque qui est rayé, c'est un disque antidaté et c'est un disque de la honte que plus personne ne veut entendre. Aujourd'hui, on veut simplement entendre une chose, votre bilan et votre programme de campagne. Parce que les Ivoiriens savent aujourd'hui où ils vont. Et comme ça, l'individu a dit que de toutes les façons, le nom de Laurent Gbagbo sera sur la liste. Menace. Et ils veulent nous menacer. Et je lui ai fait comprendre que de la manière que je viens de le mater proprement devant tout le monde là, c'est comme ça on va les mater sur le terrain militaire. On va les mater sur le plan idéologique et on va les mater sur le plan à quelque niveau que ce soit. Et ce que nous disons, on le fait, on l'a maté et il a fui sans même s'en rendre compte. Il a suivi le reste du direct sans être capable de revenir. Donc si vous voyez le Koléa, dites-lui que c'est un lâche, un indigne de la pire espèce qui n'est pas capable d'assumer ses idées. Et que ce qu'ils ont fait sur TikTok là, bientôt on va mettre fin à tout ça. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et après, il y a Mère Sali qui m'a dit que dans leur forum, ils ont de nouveaux mensonges. Que non, pourquoi? Et c'est là maintenant, ils sont allés signaler le direct et puis ils ont coupé le direct. Quand elle a posé la question et puis j'étais en train de détailler là, ils ont coupé le direct. Mais je vais finir ça ici aujourd'hui. Ils sont dans leur forum en train de se mentir là-bas. Que non, que Alassane Ouattara là, qu'il a déjà mis nom de Gbagbo sur la liste électorale. Que comme il a peur de ces militants là, il est en train de jouer avec, il ne veut pas leur dire. Hé, militant PPACI, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Allez écouter les derniers propos du ministre de l'Information. L'avant-dernière sortie où, avant cela, le problème de Laurent Gbagbo là, le jour qui sera suffisamment garçon là, il va aller devant les juges, c'est eux qui vont lui dire ça. Ce qu'ils vont faire. Et donc là, arrêtez de vous mentir. Le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur une quelconque liste. Le nom de Laurent Gbagbo ne sera aucunement sur une quelconque liste. Et donc là, ce que vous voulez faire là, pour menacer, pour faire la violence là, si vous sortez à 7h du matin, nous on vous fait rentrer chez vous à 7h, 7h01 seconde. Si vous sortez à 7h00 là, d'ici on va dire 7h01 seconde là, nous on vous fait rentrer chez vous. On a déjà positionné tous nos gars dans tous les quartiers. On connaît déjà vos bases. Maintenant, si ce qu'on a dit, c'est pas vrai là, essayez. Maintenant, on vous dit de venir sur le plan politique. Il a encore dit que un homme politique, que le rôle d'un homme politique, c'est pas d'éduquer les masses. Je lui ai dit, mais tu viens de montrer toute ta nullité légendaire devant le monde. Si Laurent Gbagbo même était là, il allait attraper ta bouche. Parce qu'un homme politique là,
il y a quelque chose qui le caractérise. C'est son bilan politique. C'est justement même pour ça que l'homme vient en politique. Quand quelqu'un vient en politique, tu viens pour poser des actes, ou bien pour prendre des lois, ou bien pour marquer les générations à venir. Lui dit que chez eux au FPI, que eux là, leurs politiciens ne sont pas là pour conscientiser ou éduquer les masses. J'ai dit, mais c'est que vous avez tout raté. C'est comme quelqu'un qui dit que je suis dans une religion, mais nous n'avons pas une base de foi, nous n'avons pas une doctrine de foi. C'est ce qu'on appelle le dogme. C'est comme quelqu'un dit, je suis chrétien, mais je ne crois pas en Jésus-Christ. C'est quel type de chrétien? C'est comme quelqu'un dit, je suis musulman, mais je ne crois pas au Coran. Mais finalement, en quoi est-ce que tu crois? J'ai dit, c'est exactement cette posture d'impie politique, de mécréant politique que vous venez de démontrer là. Et parce que, effectivement, ce que tu dis, dans un sens, quand un individu ne maîtrise pas quelque chose et qu'il s'y met, c'est là qu'on découvre l'individu en train de nous parler de ses affaires de cuisine, de ses affaires de qui a préparé, de ses affaires de... C'est ma petite femme. Alors que ça n'intéresse pas. Et ça ne peut pas éduquer les Ivoiriens. Mais un véritable homme politique, je lui ai pris 2 cas. La loi qu'on a prise pour abolir le travail forcé a porté le nom des politiciens africains qui ont lutté pour le travail forcé. Et quand on va dans l'aspect général des choses, quand il y a des députés ou bien des personnalités politiques qui ont lutté pour une cause et qu'on décide de faire passer ça comme une loi, ceux qui ont été les pionniers là, ou bien qui ont lutté pour ces lois-là, on dit par exemple la loi, je prends un exemple par exemple, la loi Martine Théa. Si elle a peut-être lutté pour les droits de la femme par exemple, et ça là, les politiciens qui savent pourquoi ils viennent en politique, c'est leur rêve. Avant de quitter la scène politique, il faut que je marque les consciences. Et des politiciens comme le président Ouattara, eux, ils ont décidé de marquer leur présence à travers ce qui est visible et à travers ce qui peut avoir un impact direct sur la vie des populations. Et c'est pourquoi vous le voyez faire des routes, des écoles, des universités. Ce n'est pas seulement le physique, mais c'est pour dire qu'à l'intérieur de chacun de nous-mêmes, ces aspects extérieurs doivent avoir de l'importance, contrairement à eux, leurs dirigeants. Donc, ils venaient de nous dire qu'eux-mêmes, avec leurs dirigeants, ne savent pas pourquoi ils font la politique. Et donc, on lui a vite fait comprendre que la politique, c'est une chose qui est beaucoup plus sérieuse. Et la dernière chose, ils ont posé la question dans leur tribune de PPACI là-bas, qu'en fait, le cas Laurent Gbagbo est semblable à celui de Donald Trump. Et donc, que pourquoi Donald Trump peut être candidat aux États-Unis et Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Et là, c'est là qu'ils ont coupé le direct, parce que je leur ai fait comprendre que d'abord, Donald Trump n'a jamais contesté une décision de justice aux États-Unis. Or, Laurent Gbagbo se plaît à ne même pas reconnaître les institutions. Quand tu fourvoies une décision de justice, c'est que tu ne la reconnais pas. Et lui-même, il le dit toujours. Donc là, quelqu'un qui reconnaît la loi et qui accepte qu'elle s'applique sur lui est différent de quelqu'un qui conteste la légalité des lois. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que Laurent Gbagbo n'a pas été jugé à partir de rien. Il a été jugé à partir de faits concrets où lui-même il a pris des décisions et il a reconnu ça lorsqu'il était à Beauville. Quand tu demandes à des gens d'aller attaquer une banque fédérale, une banque sous-régionale, si on est au plan local en Afrique, c'est un crime grave. Parce que la BCEAO n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a aucune capacité de réquisitionner la BCEAO. Mais pire encore, la BCEAO ne reconnaissait plus les signatures de Laurent Gbagbo. Et ça s'appelle du vol caractérisé. Et quand un individu pose un tel acte, même si la Côte d'Ivoire voulait protéger Laurent Gbagbo, là, la BCEAO avait les instruments de poursuivre la Côte d'Ivoire. C'était de 2 choses l'une. Soit c'était la Côte d'Ivoire qui se faisait poursuivre, et donc la Côte d'Ivoire acceptait de devenir vraiment, de se sacrifier pour Laurent Gbagbo, ou bien la Côte d'Ivoire poursuit Laurent Gbagbo pour montrer qu'elle est une Côte d'Ivoire qui est digne et qui sait respecter ses engagements à l'international. Et nous avons choisi ce qui est encore plus simple et ce qui est encore plus correct. C'est de condamner Laurent Gbagbo pour des actes que lui-même, il reconnaît, mais qu'il ne veut pas assumer. Et donc, dans une telle posture, quand vous prenez Donald Trump, il faut un amalgame pour dire aux gens, mais Donald Trump a dit d'aller attaquer l'Assemblée nationale des États-Unis qu'on appelle le Capitole.
c'est faux. Vous ne pouvez jamais montrer à quiconque que Donald Trump a dit allez attaquer le Capitole. Ça n'a jamais existé. Non. De deux, ceux qui ont fait l'attaque du Capitole, ils ont été jugés. Et je lui ai donné le nom de quelques-uns. Par exemple, il y a un, lui il s'appelait par exemple Zachary Rehl. Zachary avec Y à la fin, Rehl a été écrit R-E-H-L. Lui il a été condamné à 15 ans. Il y a Joseph Biggs. Biggs là c'est B-I-G-G-S. Lui il a été condamné à 17 ans. Les États-Unis, quand ils te condamnent là, les motifs sont clairs. Eux, ils ont été condamnés pour les attaques du Capitole. C'est eux qui ont organisé, c'est eux qui ont perpétré. Mais Donald Trump, lui, il a été jugé. Il a été accusé de quoi? Du fait qu'il a voulu renverser les résultats. C'est la Cour fédérale de Washington qui l'a poursuivi pour ça. Mais Donald Trump, le procès est toujours en cours et n'a jamais contesté les lois de sa République. Et donc voilà pourquoi les cas sont différents. Donc à vouloir comparer les choses bêtement, c'est une perte de temps. La réalité, c'est que si Laurent Gbagbo accepte de reconnaître le verdict, c'est là maintenant qu'il va se rendre à la justice. Et donc on attend, tout dépend de lui-même. Entre-temps, il faut évoluer. Et donc ils sont dans une posture de dictateur, d'individus sans foi ni loi, et tout ce qui est contraire à leur idéologie, eux, ils le prennent tellement mal que c'est comme ça en 2005, ils ont menacé de mort M. Eddy Payé, le directeur de la rédaction du Nouveau Réveil. Ça, c'était en 2005. Et c'est Reporters sans frontières qui nous a permis de savoir cela. Au moment où la rébellion en 2005 était en plein, un jour, M. Eddy Payé, le directeur de rédaction du Nouveau Réveil, reçoit des messages à travers lesquels il est harcelé au téléphone. Exactement dans la nuit du 15 au 14 août 2005, il reçoit un appel téléphonique. Alors, nous savons où tu habites et où tu travailles. Vous soutenez les rebelles. Vous voulez qu'ils désarment? Pas du tout. Si à partir du 20 août, les rebelles ne désarment pas, c'est vous, Monsieur Payé. C'est par vous que nous allons commencer. Nous allons vous montrer que mourir n'est pas un plaisir. On va boire votre sang aussi. Est-ce que tu sais comment on a eu ton numéro fixe? On connaît la plaque d'immatriculation de ta voiture. Maintenant, on sait à quelle heure tu rentres et à quelle heure tu sors. On va faire une descente chez toi pour que nous parlions entre garçons. Des imbéciles comme vous. Vous êtes contre le régime de Laurent Gbagbo. Vous êtes contre la République. Vous serez tués un à un. Quelques jours plus tard, M. T sera obligé de fuir sa maison. Voilà le régime Laurent Gbagbo. Voilà son vrai visage. La pensée dictatoriale, la pensée tyrannique. Nul ne doit penser autrement, sinon tu es un homme mort. Et Laurent Gbagbo savait donner la mort. Et c'est pourquoi je vais vous montrer que Laurent Gbagbo demeure un homme des crimes de sang. S'il y a une chose qui a marqué le régime de Laurent Gbagbo, ce sont les crimes de sang. Pour vous dire la vérité de mémoire d'Ivoirien, la vie humaine n'a jamais été aussi violée et bafouée que sous la refondation de Laurent Gbagbo. Le régime de Laurent Gbagbo commence un certain 26 octobre 2000 dans le sang. Il prête serment de protéger les Ivoiriens. Mais c'est dans le sang qu'il va faire régner la terreur.
Et donc, les premiers militants du RDR qui ont dit, puisque Guy Robert a quitté le pouvoir, organisons des élections. Ah oui, Laurent Gbagbo va les massacrer. En disant à l'armée de faire son travail. Ce qui consistait à abattre systématiquement toute personne qui était opposée à la forfaiture de 2000. Et effectivement, Laurent Gbagbo qui avait déjà miné l'armée, avec des personnes acquises à sa solde comme Oulata Gouadi, comme le commandant Berpan, feront le travail. Des cadavres en quelques heures jonchaient les rues d'Abidjan. Et ils vont rentrer dans certains quartiers comme Bokabo, c'est à Bobo, pour essayer d'inquiéter les populations. Ils vont vous dire non, ils ont tué un gendarme, c'est pourquoi on s'est vengé. Mais dans quelles conditions le gendarme a été tué? Ça aussi, il faut être capable d'expliquer. Ayant eu peur que les gens puissent aller marcher dans les rues d'Abobo, c'est plutôt d'abord les gendarmes qui sont rentrés à Bokabo. Ils sont rentrés dans les cours des gens. Ils ont attaqué les gens. Ils ont même tiré pour tuer des gens. Voilà ce qui a précédé l'exécution du gendarme. Et l'officier qui conduisait cette expédition-là, l'officier de la gendarmerie qui conduisait le reste des gendarmes, qui était leur chef là, les habitants de Bokabo l'ont attrapé, ils l'ont tagué. Ils l'ont tué. Voilà comment ça s'est passé. Et la nouvelle est partie que les habitants de Bokabo ont tué un gendarme. Et dans le camp de gendarmerie d'Abobo, c'est Bekwan qui dirigeait. Il demande aux gendarmes de commencer dans les périmètres à faire des rafles, sans distinction. Et la caractéristique de ceux qui étaient raflés, quand tu as un autre djoula, tu ne pouvais pas t'en sortir. Et ce que beaucoup ne savent pas, tous ceux qui ont été pris, la majorité a été exécutée au sein du camp d'Abobo avant d'être transportés derrière la maison d'arrêt de correction. Et c'est là-bas qu'ils seront déchargés et abandonnés dans une fosse commune qu'on appelle le charnier de Yopougon. Le lendemain matin, on va découvrir 57 corps entassés les uns sur les autres. Mais en réalité, c'est que beaucoup ne savent pas. Ça, c'est seulement le charnier sûr qui a attiré l'attention des gens. Mais ce seul jour, il y a eu plus de 200 vies perdues. Parce que si vous vous souvenez, je vous ai dit que des corps jonchaient les rues. Mais ce qui est encore plus énervant et lamentable, c'est que Laurent Gbagbo organise une parodie de justice. Et puis, il n'y a personne qui sera inquiété. Le procès se déroule au camp d'Agban. Les témoins qui étaient là sont menacés. Vous pouvez témoigner, mais ça sera le dernier témoignage que vous allez faire. Finalement, les gens craignant leur vie ne pourront pas témoigner. Mais ça ne se limite pas à ça. C'est comme un chien qui a bu du sang humain. 1 mois et demi, c'est-à-dire 45 jours plus tard, après le 26 octobre 2000, 45 jours après le 26 octobre 2000, Laurent Gbagbo et son régime remettent encore le couvert. Ça veut dire qu'ils nous offrent encore un nouveau spectacle mortifère, un nouveau spectacle de l'horreur. Parce qu'on devait tenir les élections en décembre, en cette période-là. On devait tenir les élections législatives. Il faut qu'on rappelle la vraie histoire de la Côte d'Ivoire pour que les uns et les autres s'en souviennent. Pourquoi nous on raconte l'histoire? Mais pourquoi vous cachez l'histoire? Voilà la grande différence entre vous et nous. C'est que nous on dit là, nous sommes tous des contemporains. On peut aller vérifier pour venir du Tumon. Et je donne avec précision les dates, les lieux, les événements. Vous savez que c'est tellement vrai que vous ne pouvez pas les contester.
Vous voulez les cacher, mais nous, on va mettre ça au grand jour. Pendant ces élections-là, le RDS s'apprête à prendre part. Mais ils vont encore invalider la candidature du docteur président. Et quand ils ont invalidé la candidature du président Alassane Ouattara aux législatives, ce jour-là, les radicaux des radicaux étaient à la rue Le Pic. Et ils ont décidé d'organiser un giga meeting au stade Félix Houphouët-Boigny. Écoutez-moi très bien. Après le meeting, les militants du RDR décident d'aller à la RTI. Mais c'était mal connaître Laurent Gbagbo. Ils n'ont même pas encore commencé à sortir que la marche sera spontanément et violemment réprimée dans le sang. Quand je vous dis que des femmes ont été violées à l'école de police avec les meurtres là, voilà comment ça s'est passé. Des femmes et des filles qui étaient présentes seront violées. Et Simone Evé Gbagbo sortira pour dire que elles ont bien mérité leur viol. Et elles ont été violées exactement dans la cour de l'ex-ENS et de l'école de police. Ce n'était pas seulement à l'école de police, mais dans l'ex-ENS, elles ont été violées là-bas aussi. Vous voulez qu'on ne parle pas de ça? Vous voulez qu'on cache ça? Jamais. Mais ce que beaucoup ne savent pas, il y a plus de 50 personnes qui ont été tuées ce jour-là. On appelle ça les événements de mars 2004. Et ce que beaucoup oublient, il y avait aussi les accords de Lina Marcoussi qui ont été signés depuis 2023. Laurent Gbagbo veut ruser avec le monde. Non, on m'a obligé à signer. Non, on ne va pas appliquer. Qui dit on va appliquer là-bas, quand tu viens, on ne va pas appliquer. Les accords là pouvaient mettre fin à la guerre qui a été déclenchée le 19 septembre 2002. Mais je vous ai bien raconté une première histoire où depuis Kléber, Laurent Gbagbo et puis Soro Guillaume se sont entendus pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit en paix. J'ai déjà fait une émission sur ça. Vous pouvez vous référer à ça. J'ai donné tous les détails là-bas. Malgré que le premier ministre d'alors qui avait été choisi en février 2022 et qui s'appelait Seydou Iliman Diarra avait été choisi à travers les différents sommets d'Accra, Laurent Gbagbo et sa bande vont faire piétiner les accords pour que la Côte d'Ivoire puisse souffrir davantage. C'est à croire que Laurent Gbagbo n'est heureux que quand l'Ivoirien pisse son sang. Laurent Gbagbo n'a jamais été heureux quand les Ivoiriens vivent en paix. Quand les Ivoiriens peuvent survivre et quand les Ivoiriens peuvent dire « notre vie n'est pas menacée ». Puisque les accords n'avancent pas, les opposants d'alors décident de faire une marche. Et tenez-vous bien, Dogo Blé, en ce moment il était colonel, commandant de la garde républicaine. Lui et puis un certain Eouma Broua Nathanaël. Lui, il était commandant du palais. Ils étaient tellement heureux de verser le sang là. Ils disent qu'eux, ils ont délimité le périmètre de la présidence comme zone rouge. Et donc très tôt, ils vont faire sortir des chars d'assaut. Ils vont faire sortir des hélicoptères de combat pour les déployer dans tous les points stratégiques d'Abidjan et dans le ciel pour se faire de l'opposant. Pour se croquer de l'opposant. Et là encore, les opposants n'ont même pas eu le temps de sortir. Qu'ils vont aller même là, les personnes qu'ils soupçonnent d'être des opposantes là, ils vont aller déjà dans leur cour pour les prendre sur leur lit. Ils ne sont pas encore sortis. Ils vont aller dans leur maison, dans leur quartier, les prendre dans leur cour, dans leur chambre, sur leur lit pour les faire sortir. Et pendant 2 jours, on va connaître 2 jours de massacre. Et le bilan est lourd. On parle de plus de 500 morts en 2 jours.
Mais quand l'ONU va venir faire ses enquêtes, l'ONU va dire qu'il y a eu 150 morts qu'ils ont pu voir. Mais de toutes les façons, quand vous faites 500 plus 150, ça vous donne 650 divisé par 2, ça vous donne 325. Donc au minimum là, si on prend la version des opposants et on prend la version de l'ONU, ça nous donne au minimum 325 morts en 2 jours. Chers Ivoiriens, quand on vous parle de Laurent Gbagbo, vous pensez qu'on s'amuse. Quelqu'un qui peut tuer au minimum 400 personnes en 2 jours. Ça là, c'est un être humain. Non, soyons clairs sur les faits. Quelqu'un qui est là, on dit 200, 300, 500 personnes en 2, il n'y a pas de guerre, hein? C'est ça qui est là. Ça là, c'est un homme. Mais Laurent Gbagbo, on t'attend. Laurent Gbagbo, on t'attend. Laurent Gbagbo, ce que tu n'as pas vécu là, nous, on va te massacrer. Cette fois-ci là, quand on vous dit qu'on est prêt contre vous là, ça sera votre dernier jour ce jour-là. Parce que tout cela, si on rappelle à nos militants là, c'est pour que vous ayez la haine dans vos cœurs. C'est pour que vous vous souvenez que vos pères, vos mères, vos enfants ont été abattus comme des chiens, ont été violés comme des animaux. Et que lorsque ces gens-là vont sortir, et que vous allez les avoir, n'hésitez pas à abréger leur sale existence. Pourquoi on ne parle plus de ces personnes-là? Et après, on va régler le cas de Laurent Gbagbo. Et ce sont les chiens qui vont manger son corps dans la rue, ainsi que d'autres politiciens. Et à partir de ce jour-là, vous allez apprendre à respecter la souffrance et les difficultés que vous avez fait subir aux Ivoiriens. Et ce qu'on vous dit là, nous on prie Dieu pour que ce jour arrive vite. Parce que ce jour, la Côte d'Ivoire sera définitivement libérée de toutes les forces du mal. Donc on vous attend. Et quand ils ont fini toute cette barbarie, on leur demande, mais qui a fait ça? C'est la première fois qu'eux-mêmes ils nous disent qu'ils ont créé les escadrons de la mort. Ils disent que ce sont des forces parallèles. Écoutez très bien ce que je vous dis. C'est eux-mêmes qui nous ont dit qu'ils ont créé les escadrons de la mort. Quand les organisations de droits de l'homme ont commencé, à travers ce que les enquêtes de l'ONU, ils disent que ce sont des forces parallèles qui ont fait cette barbarie. On dit, mais cette force parallèle, c'est quoi? C'est là qu'ils sortent le mot escadron de la mort. Voilà comment on a su qu'ils avaient mis les escadrons de la mort en place. L'opposition va demander des sanctions, mais il n'y aura jamais de sanctions. L'affaire sera classée sans suite, comme l'affaire du Charnier de Yopougon. C'est à partir de cet instant que les Ivoiriens se rendent compte d'une chose. On vient de commettre l'erreur la plus grave. On vient de mettre à la tête de notre État un criminel, un buveur de sang, un individu qui n'a aucune foi en la vie. À tel point même qu'il dit 1000 morts à gauche, 1000 morts à droite. C'était devenu son slogan creux. Il s'appelle Laurent Gbagbo, le sanguinaire de la lagune ébriée, le buveur de sang d'êtres humains. Et plus tard, ils vont encore créer d'autres séances de mort collective des Ivoiriens qu'ils vont appeler l'opération Dignité. Ils vont encore causer des morts pendant les audiences foraines. Ils vont encore causer des morts pendant l'identification et pendant les événements de février 2010. Tous ces événements que je vous cite, ce sont des centaines d'Ivoiriens qui ont été tués par le régime de Laurent Gbagbo. Ce régime-là avait érigé en règle de gouvernance l'exécution extrajudiciaire et sommaire des Ivoiriens. C'est ce Laurent Gbagbo-là qui est parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il veut nous faire revenir dans cette parenthèse de sang-là. Mais que lui-même il sache que on va fermer cette parenthèse avec son sang. Lui, Laurent Gbagbo, qui avait promis de mater ceux qui vont se mettre au travers de sa volonté de confisquer le pouvoir. Mais Laurent Gbagbo, cette fois-ci-là, non seulement on t'a déchu comme un fruit pourri, mais on ne te laissera pas faire une deuxième fois. Et donc après toi, parce que ça arrive d'être un dernier combat, mais le combat qui va te coûter très cher.